Voici les épisodes les plus dérangeants de Family Guy. Commençons par le premier. Il y a cet épisode de Family Guy, Les Cris du silence, l'histoire de Brenda Q. Et honnêtement, c'est probablement la chose la plus dérangée que la série ait jamais faite. Nous parlons ici de violence conjugale grave. Cet épisode montre la sœur de Kagmir, Brenda, se faisant battre par son petit ami Jeff, et la situation devient très sombre, très rapidement. Tout commence lorsque Kagmir manque de se tuer dans un étrange accident et se retrouve à l'hôpital. Sa sœur, Brenda, arrive avec son petit ami Jeff, et on sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Jeff est un psychopathe fini, qui traite Brenda comme une moins que rien devant tout le monde. Il ne la laisse même pas serrer son propre frère dans ses bras, sans se mettre en colère. Le gars lui crie dessus pour absolument rien, et agit comme s'il était son propriétaire. Ce qui rend cela si troublant, c'est à quel point cela semble réel. Jeff la bat constamment. Les voisins l'entendent lui crier dessus à travers les murs chaque nuit. Il contrôle tout ce qu'elle fait, à qui elle parle, où elle travaille, et même les vêtements qu'elle peut porter. Quand Lois essaie d'emmener Brenda déjeuner, on voit à quel point Brenda est devenue dérangée. Elle ne peut même pas fermer un menu au restaurant sans paniquer à l'idée de faire quelque chose de mal. Les abus ne cessent de s'aggraver tout au long de l'épisode. Jeff frappe Brenda si fort qu'elle doit porter des lunettes de soleil pour cacher ses yeux au beurre noir. Il lui casse le doigt et en plaisante ensuite, disant qu'elle est tombée dans les escaliers. Mais la violence psychologique est tout aussi grave. Il lui dit qu'elle ne vaut rien, la fait travailler plus de 100 heures par semaine, et la coupe de ses amis et de sa famille. Brenda est tellement endoctrinée qu'elle le défend, disant qu'il est gentil et qu'il la frappe doucement quand ils sont seuls. C'est dément. La série ne se retient pas non plus de montrer les tactiques de manipulation de Jeff. Il isole Brenda de tous ceux qui pourraient l'aider, la rendant complètement dépendante de lui. Il détruit son estime de soi en lui répétant constamment qu'elle est grosse, laide et stupide. Quand elle essaie de se défendre ou d'expliquer son comportement aux autres, elle semble complètement délirante, car c'est ce que la maltraitance fait aux gens. Cela déforme leur réalité. Il y a cette scène vraiment dérangeante où Jeff exige que Brenda enlève sa chemise de nuit pour qu'il puisse la dessiner pendant qu'il lui crie dessus à propos d'argent. C'est clairement un abus sexuel en plus de tout le reste, mais la série le traite d'une manière qui vous fait comprendre ce qui se passe sans être racoleuse. Tout l'épisode donne l'impression d'assister à une véritable scène de violence conjugale, ce qui le rend si malaisant. Les choses tournent vraiment mal lorsque la famille tente une intervention. Kagmir rassemble tout le monde pour dire à Brenda qu'elle doit quitter Jeff. La scène d'intervention est déchirante, car Kagmir supplie sa sœur de revenir vers lui. Il dit que la sœur avec qui il a grandi n'existe plus, et qu'elle est devenue un simple défouloir. Il lit cette lettre émouvante où il exprime à quel point il l'aime et la veut de retour. Mais au lieu de quitter Jeff, Brenda lui annonce une nouvelle choc. Elle l'épouse parce qu'elle est enceinte. Maintenant, il va y avoir un bébé coincé dans ce cauchemar aussi. L'annonce de la grossesse est le moment où l'épisode devient encore plus sombre. Jeff indique clairement qu'il ne veut pas du bébé et n'épouse Brenda que parce qu'il l'a mise enceinte. Il suggère d'appeler le bébé Slappy ou Bruisey, ce qui montre qu'il prévoit déjà de maltraiter l'enfant. Cela ajoute une autre couche d'horreur, car maintenant un enfant innocent va grandir dans ce foyer violent. C'est là que Kagmir, Peter et Joe perdent la tête. Ils en ont tellement marre de voir Brenda se faire battre, qu'ils décident d'assassiner Jeff. Ils le piègent en organisant une fausse partie de chasse, prévoyant de le tuer dans les bois. Mais Jeff comprend ce qui se passe et retourne la situation à son avantage. Il prend Kagmir en otage et s'apprête à lui tirer dessus. Toute l'intrigue du meurtre montre comment la violence domestique affecte tout l'entourage de la victime. Ces gars sont normalement des citoyens respectueux des lois, mais ils sont poussés au meurtre parce qu'ils se sentent impuissants en voyant quelqu'un qu'ils aiment se faire détruire. Joe est flic, et même lui est prêt à enfreindre la loi, car il sait que le système ne protégera pas Brenda. C'est là que ça devient fou. Jeff est sur le point d'exécuter Kagmir quand celui-ci le défie de poser son arme et de se battre comme un homme. Jeff pense qu'il peut facilement battre Kagmir le maigre, alors il accepte. Mais voici le côté tordu de l'histoire. Kagmir s'est étranglé toute sa vie, donc son coup est super fort. Quand Jeff tente de l'étrangler, cela ne fonctionne pas. Kagmir se libère et écrase Jeff avec un camion, le tuant. La scène de combat est brutale et réaliste. Il n'y a pas de violence de dessin animé ici, juste deux hommes qui essaient de s'entretuer. Quand Kagmir gagne enfin, il n'y a ni célébration ni soulagement. C'est juste sombre et nécessaire. Le spectacle ne glorifie pas du tout la violence. Après la mort de Jeff, ils doivent étouffer l'affaire. Ils écrivent un faux mot disant que Jeff est parti, mais même le mot est menaçant. Il prévient Brenda que si elle révèle ce qui s'est réellement passé, Jeff reviendra la tuer et la traite d'ordure. Donc même mort, ce type la terrorise encore. La fausse note contient aussi des trucs bizarres et aléatoires comme « J'adore le raisin singe », ce qui montre à quel point les gars ont du mal à la rendre authentique alors qu'ils viennent de commettre un meurtre. La fin est vraiment chaotique parce que Brenda ne se sent pas libre, elle se sent juste perdue. Elle a été maltraitée si longtemps qu'elle ne sait plus fonctionner sans être contrôlée. L'épisode se termine avec elle en pleurs, non pas de soulagement mais de confusion. C'est ça le côté vraiment sombre. Le traumatisme reste en vous. Cet épisode a été capital pour Family Guy car il a montré qu'il pouvait aborder des sujets sérieux sans tout tourner en dérision. Il ne minimise en rien la violence domestique. Il montre comment les agresseurs détruisent leurs victimes mentalement, comment le système fait défaut aux femmes en danger, et comment parfois de bonnes personnes font des choses terribles quand elles sentent qu'il n'y a pas d'autre choix. Le plus gênant, c'est que Joe leur dit carrément que la police ne peut rien faire tant que Jeff n'a pas tué Brenda. Cela reflète le vrai problème de la façon dont les cas de violence domestique sont traités. Lorsque la loi s'en mêle, il est souvent trop tard. L'épisode critique un système qui protège davantage les agresseurs que les victimes. Ce qui rend Screams of Silence si sombre, c'est qu'il suggère que la violence est parfois le seul moyen d'arrêter un agresseur. Que vous trouviez cela juste ou non, cet épisode montre la triste réalité de la violence domestique et comment elle affecte tout le monde autour d'elle.
C'est dérangeant, controversé, et sans aucun doute l'une des choses les plus sombres que Family Guy ait jamais diffusées à la télévision. Le fait qu'ils aient dû tuer quelqu'un pour sauver Brenda en dit long sur la façon dont notre société gère ces situations. Family Guy est passé de l'exposition d'abus brutaux et de cris silencieux à la mort soudaine de Brian, dans la vie de Brian. Vous savez, dans certaines séries télévisées, on voit venir la mort de certains personnages. Une minute, Brian joue au hockey de rue avec Stewie, la minute d'après, il est écrasé. L'épisode commence avec les habituelles absurdités de voyage dans le temps de Stewie et Brian. Il chamboule l'histoire en donnant des armes à feu aux Amérindiens, à l'époque coloniale, ce qui conduit ces derniers à prendre le contrôle de l'Amérique au lieu des Blancs. C'est assez drôle de voir cette chronologie alternative où tout est inversé. Les Amérindiens ont des casinos partout, et leur musique domine la radio avec cette chanson répétitive et scandée qui est numéro 1 depuis 0 semaines d'affilée. Toute cette réalité alternative montre ce qui se passerait si la colonisation avait pris une autre direction. Vous voyez, des Amérindiens diriger des hôpitaux, avoir leur propre système médical, et en gros, être en charge de tout. Pendant ce temps, les Blancs sont ceux qui sont victimes de discrimination et malmenés. C'est une sombre critique sociale enveloppée dans leur humour absurde habituel. Après avoir restauré la chronologie, Stewie prend la décision radicale de détruire complètement sa machine à voyager dans le temps. Il en a marre de frôler la mort à chaque fois qu'il l'utilise, alors il démolit le tout à la masse et le jette à la casse. La machine à voyager dans le temps a été sa plus grande invention, mais il est prêt à y renoncer pour la sécurité. Cette décision semble judicieuse sur le moment, mais elle devient la pire erreur de sa vie. Pendant qu'ils sont à la casse, ils aperçoivent cette cage de hockey de rue en parfait état que quelqu'un a jetée. Brian est enthousiasmé par son nouveau passe-temps, maintenant qu'ils en ont fini avec le voyage dans le temps. Il parle de prendre l'air et de faire de l'exercice au lieu de rester enfermé toute la journée à travailler sur des inventions. Tout cela ressemble à un nouveau départ pour eux deux. Ils installent le filet dans leur cour avant et commencent à jouer. Le jeu en lui-même est assez typique de Brian et Stewie. Ils sont compétitifs mais s'amusent, se chamaillant comme à leur habitude. Stewie fait des blagues sur le fait de ne laisser gagner que les bébés, tandis que Brian rentre chercher ses genouillères. Tout semble normal et détendu, juste deux amis qui profitent d'une belle journée. Alors ça arrive. Brian rentre chercher ses genouillères, et alors qu'il ressort pour continuer à jouer, une voiture déboule dans leur rue beaucoup trop vite. Stewie hurle « Brian, attention !» mais il n'y a pas le temps de réagir. La voiture percute Brian à toute vitesse et continue sa route sans même s'arrêter. Le conducteur ne ralentit même pas, il frappe un chien et s'enfuit comme si de rien n'était. Ce qui rend cette scène si perturbante, c'est son réalisme. Brian ne se relève pas comme dans les dessins animés. Il est gravement blessé, saigne abondamment et est clairement en train de mourir. Stewie crie et essaie d'aider pendant que la famille se précipite dehors. On peut voir la panique dans les yeux de tout le monde parce qu'ils savent que c'est grave. La famille se démène pour aider Brian, le chargeant dans une voiture et le conduisant chez le vétérinaire le plus vite possible. Toute la scène est désespérée et chaotique, comme une véritable urgence. Chez le vétérinaire, ils sont tous assis dans cette horrible salle d'attente où les familles reçoivent de mauvaises nouvelles. Le vétérinaire sort, l'air sombre, et vous savez ce qui va arriver avant même qu'il ne parle. Il annonce la terrible nouvelle. Les blessures de Brian sont trop graves pour qu'il puisse être sauvé. Ses os sont broyés, ses organes internes sont endommagés, et la médecine vétérinaire moderne ne peut rien faire. Il dit à la famille de faire leurs adieux car Brian n'en a plus pour longtemps. Ça fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, parce qu'on réalise que la série va vraiment aller jusqu'au bout. La scène de la mort de Brian est absolument brutale, et ne ressemble en rien à ce qu'on voit habituellement dans Family Guy. Il est branché à des machines dans ce cabinet vétérinaire stérile, à peine conscient mais essayant de communiquer avec sa famille une dernière fois. Il a du mal à parler, souffre visiblement, mais il parvient à leur dire qu'ils lui ont offert une vie merveilleuse. Et qu'il les aime tous. Sa voix est faible, et on sent que chaque mot lui coûte un effort. Quand le moniteur cardiaque s'arrête, le silence est assourdissant. Peter s'effondre complètement, pleurant que Brian était son meilleur ami et comme un frère. Loi sanglote, les enfants sont dévastés, et toute la famille est anéantie par cette perte. Juste après la mort de Brian, Stewie a cette horrible révélation qui le détruit psychologiquement. Il aurait pu sauver Brian s'il avait encore la machine à voyager dans le temps. Quelques heures plus tôt, il avait détruit la seule chose qui aurait pu empêcher cette tragédie. L'ironie est écrasante, Stewie a détruit la machine à voyager dans le temps pour les protéger. Mais cette décision a directement entraîné la mort de Brian. Stewie tente désespérément de reconstruire la machine, cherchant frénétiquement les pièces dont il a besoin. Mais lorsqu'il contacte son fournisseur, Yusuf, il reçoit une nouvelle dévastatrice. Le type qui a inventé les condensateurs en titane a dessiné un croquis de Mahomet en parlant au téléphone, même pas exprès, juste par inadvertance, et s'est fait assassiner pour ça. Sans ces pièces spécifiques, il est impossible de construire une machine à voyager dans le temps fonctionnel. Brian est parti pour toujours. La scène des funérailles montre le... Peter prononce ce discours déchirant sur la perte de son meilleur ami. Parlant de la façon dont Brian était comme un frère pour lui, et comment il passera le reste de sa vie à le regretter. On y voit des hommes adultes pleurer, ce qui n'arrive presque jamais dans Family Guy. Il y a ce moment étrange aux funérailles où cette femme noire, au hasard, n'arrête pas de frapper Joe avec son sac, pensant qu'il est censé résoudre la mort de Brian comme s'il s'agissait d'une affaire de meurtre. Elle n'arrête pas de crier qu'il faut traduire le tueur en justice et s'assurer que Brian ne soit pas mort pour rien. C'est à la fois absurde et déchirant, car elle se soucie manifestement plus d'un chien qu'elle n'a jamais rencontré que certaines personnes ne se soucient de véritables êtres humains. Un mois entier passe et la famille est toujours en proie au chagrin. Peter continue de servir de la nourriture à Brian par habitude. Chris n'arrête pas de rester coincé dans la chatière parce qu'il essaie de combler le vide laissé par Brian. La maison semble vide sans les conversations intellectuelles de Brian et son rôle de boussole morale de la famille.
Lois suggère finalement de prendre un nouveau chien pour les aider à guérir, ce qui les mène à l'animalerie. C'est là qu'il rencontre Vinny, un chien parlant avec un fort accent du New Jersey et une personnalité complètement différente de celle de Brian. Là où Brian était intellectuel et sophistiqué, Vinny est débrouillard et grossier. Il parle de baiser des nanas et fait des blagues italo-américaines. Peter se lie immédiatement avec lui parce que Vinny est plus un gars normal que Brian ne l'a jamais été. Vinny s'intègre rapidement à la famille, d'une manière qui à la fois aide et nuit. Il propose de préparer le dîner pour Lois, ce que Brian n'a jamais fait. Il devient le compagnon de boisson de Peter au Drunken Clam, remplissant ce rôle social que Brian n'a jamais vraiment occupé. Mais sa présence met aussi en lumière tout ce que la famille a perdu à la mort de Brian. Stewie déteste initialement Vinny et le considère comme un piètre remplaçant de Brian. Il essaie de tuer Vinny en lui annonçant des nouvelles tragiques concernant les Italo-Américains, espérant lui provoquer une crise cardiaque. Stewie lui raconte des histoires d'enfants tués par des pianos qui tombent et d'autres destins horribles qui s'abattent sur les familles italiennes. Mais Chris ruine le plan en insultant Stewie, ce qui rend Vinny heureux au lieu de triste. Le tournant survient lorsque Vinny trouve Stewie en train de pleurer seul. Au lieu de l'ignorer ou de faire des blagues, Vinny s'assied et parle réellement à l'enfant du deuil et de la perte. Il explique comment son ancien propriétaire, Léo, est mort dans cet absurde accident de yoga, où ses testicules se sont fendus en deux pendant la première pause. Ce fut une mort si étrange qu'elle a fait l'objet d'un reportage complet dans Dateline. L'histoire de Vinny à propos de Léo aide Stewie à comprendre que tout le monde fait face à la perte, et que trouver de nouvelles personnes à aimer ne signifie pas oublier celles que l'on a perdues. Vinny explique que lorsqu'il a vu la famille Griffin à l'animalerie, il a reconnu qu'il traversait les mêmes sentiments de perte que ceux qu'il avait ressentis à la mort de Léo. L'épisode se termine avec Vinny qui passe la nuit dans la chambre de Stewie, montrant que leur lien commence à se développer. Mais ce n'est pas la même relation que Stewie avait avec Brian. C'est quelque chose de complètement différent. Vinny ne peut pas remplacer Brian dans son rôle d'égal intellectuel et de partenaire de voyage dans le temps de Stewie. Ce qui a rendu la vie de Brian si sombre, c'est la façon réaliste dont il a traité la mort. Brian était un personnage central depuis le premier jour, représentant la voix de la raison au sein de la famille Griffin. Le tuer a changé la dynamique de toute la série de façon permanente et a montré que personne n'était à l'abri d'être tué. L'épisode a prouvé que parfois de mauvaises choses arrivent sans aucune raison valable, et même des personnages adorés peuvent mourir de la manière la plus banale possible. Après avoir tué Brian dans Life of Brian avec une vraie tragédie, Family Guy est passé à Seahorse Seashell Party, où le choc est venu de Meg qui a finalement tenu tête à sa famille. Parfois, les pires épisodes de Family Guy sont ceux qui nous touchent de trop près. Seahorse Seashell Party se déroule pendant un ouragan, alors que la famille Griffin est piégée à l'intérieur, et ce qui commence comme un ennui familial typique se transforme en une dépression nerveuse complète pour Meg, où elle dit finalement à tout le monde exactement quel genre de personnes ils sont vraiment. Tout commence pendant l'ouragan Flozell, qui contraint la famille Griffin à rester cloîtrée chez elle pendant 36 heures. Ils sont coincés ensemble, sans télé, sans internet, rien à faire d'autre qu'interagir les uns avec les autres. Pendant ce temps, Brian décide de prendre des champignons magiques pour passer le temps, ce qui le plonge dans un terrifiant trip hallucinatoire et cauchemardesque tout au long de l'épisode. La famille essaie de se divertir avec des jeux comme les charades, mais ils commencent tous à se taper sur les nerfs. Peter fait sa routine de bruit de papa agaçant, où il fait juste des bruits dégoûtants pendant plusieurs minutes. Ensuite, il joue à ce jeu de pistolet avec les doigts où ils font semblant de se tirer dessus. Mais quand Meg essaie de se joindre à eux, Peter la repousse immédiatement, disant que personne ne veut se faire tripoter par elle. C'est là que Meg craque. Elle en a assez d'être traitée comme une moins que rien par sa propre famille. Au lieu de simplement l'encaisser comme d'habitude, Meg explose et dit à tout le monde exactement ce qu'elle pense d'eux. Et elle ne se retient pas du tout. D'abord, elle s'en prend à Chris parce qu'il est un frère horrible. Elle l'engueule en lui disant qu'il est censé être de son côté, mais qu'au lieu de ça, il la traite comme s'il la détestait. Meg souligne que Chris lui dit constamment des choses blessantes. Elle lui demande ce qu'il ressentirait si elle commençait à le traiter de gros perdant boutonneux, sans amis et qui sent la vieille femme aux oiseaux. Chris est complètement choqué, car personne ne l'a jamais interpellé de la sorte. Puis Meg tourne son attention vers Lois. Et c'est là que les choses deviennent vraiment sombres. Elle reproche à Lois d'être une hypocrite qui se pose en autorité morale alors qu'elle a un passé de vol à l'étalage, de toxicomanie, de pornographie et de relations sexuelles avec des célébrités. Mais le pire, c'est quand Meg évoque les traumatismes psychologiques que Lois lui a infligés. Meg dit à Lois que dès sa naissance, elle a dû faire entièrement confiance à sa mère. Elle avait besoin de Lois pour la protéger et la guider à travers la vie. Au lieu de cela, Lois a passé 17 ans à détruire quelque chose que vous avez tué il y a longtemps. Meg dit que quand elle aura 18 ans, elle ne sait pas si elle voudra revoir Lois un jour. Cela brise complètement Lois. Elle se met à pleurer et avoue qu'elle a été une mère terrible. Mais Meg n'a pas fini. Elle s'en prend ensuite à Peter, et elle le détruit complètement. Elle le décrit comme un père catholique irlandais, ouvrier, gros, paresseux, violent, qui boit beaucoup trop et gagne à peine de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Elle lui dit qu'il a vécu la moitié de sa vie sans rien à montrer, à part ses enfants. Et même ceux-là se sont avérés être des désastres. Meg fait remarquer que Peter est complètement égoïste et irresponsable. Elle raconte comment il lui enfonce littéralement le visage dans ses fesses et lui pète dessus, disant que si quelqu'un de l'extérieur voyait comment il la traite, il serait en prison. Elle le traite de honte absolue et complète à tous égards et d'homme inutile. La famille se désagrège complètement après la dépression de Meg. Tout le monde commence à s'attaquer mutuellement au lieu de s'en prendre à Meg comme d'habitude. Peter et Lois se disputent énormément à propos de tout, de la nourriture au sexe. Chris se joint aux plaintes concernant la cuisine de sa mère et la façon dont Peter mange tous les yaourts. Toute la structure familiale s'effondre sans Meg comme bouc émissaire.
Peter est tellement bouleversé qu'il s'enfuit et se cache dans le placard à chaussures, pleurant qu'il ne mérite pas mieux. La famille est en plein chaos, se criant dessus et se déchirant. C'est là que Meg réalise avec horreur son rôle dans la famille. Brian trouve Meg et lui dit que c'était cool, la façon dont elle a finalement tenu tête. Mais Meg réalise que la famille ne peut littéralement pas fonctionner sans quelqu'un à maltraiter. Elle comprend que son rôle est peut-être d'être le paratonnerre qui absorbe tous les dysfonctionnements de la famille afin qu'ils n'aient pas à se retourner les uns contre les autres. Pendant ce temps, au milieu de tout ce drame familial, Brian vit le pire trip de sa vie. Il a d'effrayantes hallucinations de membres de sa famille transformés en monstres, en démons, chantant des comptines et toutes sortes de visions cauchemardesques. Stewie doit le garder pendant toute l'expérience, ce qui ajoute une couche surréaliste à un épisode déjà intense. Alors Meg fait quelque chose d'incroyablement noble, ou d'incroyablement déprimant. Elle retire tout. Elle va voir sa famille et s'excuse pour tout ce qu'elle a dit. Elle leur dit qu'ils sont tous incroyables et qu'elle a eu tort de les blâmer pour ses problèmes. Elle dit que c'était entièrement de sa faute et assume l'entière responsabilité de la rupture. La famille retrouve immédiatement son rythme normal, Peter se sentant mieux dans sa peau et tout le monde étant heureux de retrouver son souffre-douleur. Meg accepte d'être traitée de par son propre père et est d'accord avec lui. Oui, elle est exactement cela. Le plus troublant est que Meg fait le choix conscient de sacrifier sa propre santé mentale pour la stabilité de sa famille. Elle devient une martyre qui absorbe toute leur toxicité pour qu'ils puissent fonctionner. Brian lui dit qu'elle est peut-être la personne la plus forte de la maison, mais on peut se demander si elle n'est pas en réalité la plus abîmée. Cet épisode montre comment fonctionnent réellement les dynamiques familiales abusives. Meg remplit une fonction spécifique en tant que bouc émissaire qui permet à tous les autres de se sentir mieux dans leur peau. Quand elle cesse de jouer ce rôle, tout le système familial s'effondre parce qu'ils ont besoin de quelqu'un à blâmer pour tous leurs problèmes. L'épisode se termine avec Stewie parodiant les messages d'intérêt public des épisodes spéciaux sur la toxicomanie, ce qui est d'une drôlerie noire, étant donné que le vrai problème n'était jamais le trip de Brian, mais l'abus psychologique de la famille envers leur propre fille. L'impact à long terme a été énorme car cela a montré que Family Guy comprenait exactement à quel point la dynamique de la famille Griffin était toxique. Ils ont dit que Meg était en train d'être détruite psychologiquement, et ils ont clairement indiqué que c'était intentionnel. L'épisode disait en gros que certaines familles sont tellement brisées qu'elles ont besoin d'une victime pour fonctionner, et que cette victime doit choisir entre sa propre santé mentale et le maintien de l'unité familiale. C'est tout pour aujourd'hui. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne, et je vous dis à la prochaine.